Bonjour à tous et bienvenue sur 100% Paddock. Aujourd'hui, dernière émission avant le début de la saison 2025. On est en live sur Twitch avec vous. N'hésitez pas à interagir dans le chat et à nous poser des questions. Pour m'accompagner, une équipe 100% à bloc. Bonjour Lisa, Victor. Bonjour. Bonjour. Lisa et Marius. Salut. Dans le chat, donnez-nous vos pronostics pour cette saison. On va vous répondre ensuite pendant l'émission. Le week-end prochain, la saison de Formule 1 débute en Australie, mais d'abord cap sur le Bahreïn pour débriefer les essais hivernaux qui ont eu lieu la semaine dernière. 3 jours de roulage intense, des premières impressions, des surprises, des confirmations. Mais avant tout ça, on commence avec les actus de la semaine avec Victor. Et aux côtés de George Russell, Carlos Sainz, donc le nouveau pilote Williams pour cette saison 2025, devient directeur du GPDA. Il succède à ce rôle à Sébastien Vettel. Donc pour rappel, le GPDA, c'est le Grand Prix Driver Association. C'est une association qui joue un rôle important dans la sécurité et la protection des pilotes de Formule 1. Pour rappel, l'année dernière, en fin de saison, ils avaient notamment pris position contre les amendes infligées à la FIA aux pilotes et ils avaient demandé plus de transparence à la FIA. Lisa, qui débute chez Aston Martin finalement. Et bah chez Aston Martin, on a vu Adrian Newey prendre ses fonctions dès lundi. C'était un des transferts les plus attendus. Bon, après, Lewis Hamilton, évidemment. L'écurie a changé de visage cet hiver. C'est aussi l'arrivée de Andy Cowell en directeur d'équipe. Pour rappel, Newey, ce sont des succès avec Williams, des succès avec McLaren et les plus connus, les derniers succès avec Red Bull. Alors pourquoi pas Aston Martin, mais il rappelle qu'il n'y aura pas de miracle. Et on l'a vu, dès les essais hivernaux, on a été un peu déçus. C'est Victor qui reviendra sur ce cas juste après. Donc il déclare et il rappelle que le premier objectif, c'est d'apprendre à connaître tout le monde ici, à comprendre comment l'équipe travaille et à essayer de s'intégrer au sein de cette équipe. Il y a aussi un départ inattendu, Lisa. Oui, avec Callum Nicholas, donc c'est l'un des mécaniciens les plus connus du paddock. Et il a annoncé prendre sa retraite cette saison. Il quitte les garages, mais pas l'écurie autrichienne cependant, puisqu'il va devenir ambassadeur Red Bull. Il a pris part à 13 saisons de F1. Toujours chez Red Bull, Max Verstappen est en lice pour une nouvelle récompense. Oui, Verstappen, il est nominé pour le prix Laureus du meilleur sportif de l'année. Donc, qu'est-ce que c'est les Laureus World Sport Awards? Donc, ce sont des récompenses sportives internationales décernées chaque année à des athlètes toutes disciplines confondues qui ont le plus marqué le monde du sport l'année passée, donc en 2024. Il aura cependant fort à faire Verstappen parce qu'il va se confronter à par exemple Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France, le tennisman Carlos Alcaraz et le nageur Léon Marchand ont aussi été nommés. Réponse donc le 21 avril pour savoir qui sera sacré le meilleur sportif de l'année. Merci Lisa. Avant de passer au test, une dernière actualité qui arrive directement de la FIA. La fédération a décidé de modifier 2 points du règlement. Un petit changement qui oblige à faire le tour de formation à toutes les monoplaces, même celles qui partent du stand. Et une modification un peu plus importante, la direction de course pourra désormais ordonner à une monoplace de s'arrêter en piste si elle est trop endommagée et elle est en train d'essayer de rentrer au box. Marius, Lisa, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut être une bonne idée parce que souvent on voit des ailerons, des choses un peu qui brinque-ballent sur les voitures après des accrochages et les écuries veulent pas faire arrêter leur pilote parce que c'est perdre beaucoup de temps. Mais il y a quand même pas mal de situations où c'est vraiment dangereux. Donc je pense qu'avoir cette solution mise en place par la FIA, ça peut, à condition que ça soit pas exagéré dans l'utilisation de la règle, ça peut quand même être une bonne chose, notamment pour la sécurité en piste. Je suis d'accord avec Marius sur ça. Après, pour le tour de chauffe, pour les pilotes partant des box, je pense que ça peut être une bonne idée pour la sécurité, parce que bon, partir avec des gommes froides, ça peut quand même être dangereux, même s'ils ont quelques mètres d'avance pour partir et chauffer leurs pneus sur ceux qui partent du départ. À voir ce que ça donne. Je pense que ça peut que être une bonne chose pour les pneus et les pilotes qui partent, à voir si ça ne leur porte pas préjudice. En mettant ça en place. Et pour l'arrêt des voitures, je pense que c'est quand même une bonne idée parce que les écuries essaient quand même de mettre toutes les chances de leur côté pour rester en course. Et des fois, ça peut être dangereux. On l'a vu plein de fois avec des morceaux d'aileron, d'autres pièces des voitures qui volent et qui restent sur la piste. Et ça peut causer quand même beaucoup d'accidents comme on l'a vu les années passées.
On revient maintenant sur les essais de Bahreïn. Entre une piste grasse sous la pluie, une dernière journée écrasée par la chaleur et un vent capricieux, il y a eu des conditions loin d'être idéales, mais parfaites pour tester les limites des monoplaces avant le grand saut dans la saison. Certains ont eu par contre un peu plus de mal à s'adapter. On parle donc de The Sauber, avec un début de test un peu timide, surtout pour le rookie Bortoleto. L'équipe donc n'a pas vraiment brillé, Victor. Oui, comme la saison dernière, semble être parti pour être la pire voiture du plateau. La C45, elle est très instable en mode qualification sur des rythmes rapides. On a vu Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto se battre contre leur volant. Le rookie brésilien, notamment, a eu beaucoup de gestes de mécontentement au volant de sa voiture. C'est une voiture donc, qui ne répond pas aux demandes de ses pilotes. Et c'est l'une des pires choses en Formule 1. Quand le pilote n'a pas confiance en sa voiture, ça devient très difficile de piloter. Sur les relais de course, c'est pareil. La voiture est très loin des autres monoplaces. Sur les simulations de Grand Prix, elle a plus d'une seconde et demie de la McLaren. Elle est très loin aussi du milieu de la grille. Donc ça va être une nouvelle saison compliquée. Globalement, c'est une voiture très imprévisible qui subit du sous-virage et du sur-virage. Sous-virage, sur-virage, est-ce que tu peux nous expliquer ce phénomène? Oui, alors le sous-virage, pardon, c'est quand le train avant a du mal à tourner, que la voiture a du mal à s'inscrire dans le virage. La voiture est donc écartée du point de corde et elle est amenée à l'extérieur du virage. Et le survirage, à l'inverse, c'est quand le train arrière, c'est un phénomène plus fréquent. C'est quand le train arrière glisse en milieu ou en sortie de virage, et c'est ce qui notamment provoque des pertes d'adhérence ou des têtes à queue. Et Lisa, qu'est-ce que tu t'attendais de cette performance Sauber? Bah, malheureusement, Sauber, ça fait déjà quelques saisons qu'on n'en attend plus rien. En plus, avec le changement pour Audi, je pense que même eux, ils ont abandonné le projet Sauber, hein. On voit, enfin, il se passe rien dans la voiture, ça ne marche pas, juste, ça ne marche pas. Donc, on espère pour Bortoleto et Hülkenberg une meilleure saison avec le changement de règles. Mais là, voilà, va falloir serrer la ceinture, fermer sa bouche et attendre que la saison passe, littéralement. Merci Lisa. Alors que certains se cherchent encore un peu, Williams a montré un visage un peu plus rassurant pendant ses essais. Marius, notre MVP de 100% paddock, a quelques mots à nous dire. Ouais, alors le contexte déjà qui englobe Williams, il est intéressant parce qu'ils ont recruté Carlos Sainz pendant l'hiver. Donc on voit vraiment le virage pris par l'écurie qui a connu beaucoup de difficultés. James Wolfe, le team principal, l'a rappelé. Il a rappelé toutes les ambitions qu'avait Williams, notamment au niveau de la progression. Et avec Albon, on a quand même une line-up qui est parmi les plus fortes et les plus expérimentées, mine de rien, de la grille, même si Alex Albon reste jeune. Et il a montré le Thaïlandais de très bonnes choses au cours des 2 dernières saisons. Donc c'est vraiment très intéressant. Sur les essais, on s'est beaucoup concentré sur d'autres écuries dont on va parler après, mais Williams, ça a été plus qu'intéressant. On a vu 2 pilotes très concernés, très appliqués, et sur les runs perfo, donc les runs performance de l'écurie, ce qu'on a vu, c'est que la Williams avait une très bonne inscription dans les virages, avec un train qui restait quand même un peu feignant, donc un peu de sous-virage dans certains virages très lents. Un braquage en douceur, c'est-à-dire que les pilotes, quand ils tournaient, accompagnaient justement le braquage avec un coup de volant très doux, pas un braquage très fort, on va dire, au contraire de certaines écuries. Et on a quand même du sous-virage en milieu de virage, notamment dans les virages lents, ce qui peut être un peu compliqué, mais ça n'a pas empêché la Williams de faire des bons chronos. La plus grande difficulté pour l'écurie, ça reste les virages à moyenne vitesse. Et il y en a pas mal sur le circuit de Bahreïn et globalement dans toute la saison de Formule 1. Donc il faudra travailler là-dessus. Mais on a quand même vu Sainz très à l'aise, notamment dans les virages lents. Il l'a dit plusieurs fois à la radio. Et puis surtout une bonne fiabilité sur la voiture. Il n'y a pas eu de problème à noter durant les 3 jours d'essai. Donc le bilan, on a eu des temps qui ont été très corrects. Sainz, on l'a vu beaucoup de fois tout en haut de la session, donc c'est pas rien. La voiture, elle semble équilibrée quand même, et il y a peu de rebonds. Donc c'est 3 jours d'essai qui ont été assez concluants pour Williams. Et quelles sont les espérances de Williams? Bah, les espérances, c'est sortir du fond de grille, évidemment, parce qu'ils ont montré des belles choses durant les dernières saisons. Donc maintenant, il faut passer ce step, en fait, cette marche supplémentaire. Et selon des rumeurs, et via la télémétrie qu'on a pu observer après ces essais, il serait même placé avec Alpine, vraiment dans le midfield, entre la 5e et la 6e écurie. Donc ça laisse présager du bon. Pourquoi pas jouer les points à la régulière et tous les grands prix pour Williams. Donc on a hâte de voir ça.
si cette grande progression lors des essais, elle se confirme le week-end du 15 et 16 mars en Australie. Merci Marius. Lisa, on a finalement vu l'ancien pilote Ferrari Carlos Sainz débuter sur la Williams. Comment l'as-tu trouvé? Bah, moi, je pense que Williams a vraiment une marge de progression cette année qui va être énorme. Et comme l'a dit Marius, c'est déjà prévu dans les calculs. Je pense que ça a été vraiment le bon choix de recruter un pilote comme Sainz qui est très très expérimenté et qui sort d'une grosse écurie. Malheureusement pour lui, bah, il descend un peu dans le tableau. À voir comment il rebondit avec une voiture quand même moins performante que la Ferrari. Je pense que cette année, on va être surpris par Williams et ça fait un peu du bien parce que ça fait quand même beaucoup d'années qu'ils sont dans le fond de grille. Et vu le palmarès de cette écurie, je pense que ça va faire du bien de les revoir devant. Voilà, après à voir, je suis quand même un petit peu sceptique sur le juste derrière Alpine. À voir. C'était des Oui, des rumeurs via la rumeurs, voilà. télémétrie, à prendre avec des pincettes. Voilà, exactement. Après, c'est vrai que Alpine, on en parlera tout à l'heure, et ont été un peu décevants. Donc, cette année, j'ai l'impression que les cartes sont un peu rabattues et on va voir ce que ça donne, hein. On passe ensuite à l'équipe qui a sûrement dévoilé la plus belle monoplace, Racing Bulls. Par contre, côté performance, on est un peu plus dans l'inconnu pour l'écurie italienne. Victor, on te laisse débriefer. Oui, tu l'as dit, esthétiquement, la V-Carb 02 a fait l'unanimité cet hiver, mais sportivement et sur la piste, on est un peu plus dans l'inconnu. Dès le premier jour, c'est une des équipes qui a le plus roulé, et ça s'est d'ailleurs concrétisé sur les 3 jours. C'est la troisième équipe qui a le plus roulé avec 454 tours. Donc cette statistique, elle est plutôt logique quand on sait que chez Racing Bulls, il y a un rookie cette année, donc Isaac Hadjar, qui devait engranger beaucoup de tours pour se faire à sa nouvelle voiture. Le Français a d'ailleurs cherché la limite de son monoplace, il a fait quelques erreurs, il a fait notamment un 360 qu'il a d'ailleurs maîtrisé, il a fait quelques sorties larges, mais c'est normal, c'est dans son style de pilotage, il est agressif, il est incisif, et il voulait tout de suite chercher à comprendre le comportement de sa voiture. Mais globalement, on est un peu dans l'inconnu sur le rythme vraiment pur de la voiture. Et quelles sont les premières impressions dans les rangs de l'écurie? Au sein de l'équipe, et notamment pour Laurent Mekies, qui est donc le directeur de l'équipe français, il est plutôt satisfait au sein des 3 jours. La corrélation a bien été faite entre les données acquises sur l'ordinateur et ce qu'a vu l'équipe sur la piste. Donc c'est toujours important aux essais hivernaux voilà, de trouver cette bonne corrélation. Pour revenir sur le cas d'Adjar, il a aussi fait une simulation de Grand Prix le jeudi après-midi. Donc il a fait une simulation complète avec 2 arrêts au stand, il me semble, 2 trains de pneumatiques mis. Donc ça l'a vraiment mis dans des bonnes conditions pour travailler. Le pilote français a lui aussi été satisfait de ces 3 jours. Il a aussi été surpris de la charge de travail, une grande charge de travail qu'il a dû mettre en place durant ces 3 jours d'essai. Mais voilà, c'est l'une des équipes les plus difficiles à juger et on ne sait pas trop au niveau de la hiérarchie où les placer. Marius, on a vu donc les Racing Bulls, ils sont restés un peu cachés. Qu'est-ce que tu t'attends de cette écurie et surtout du rookie français Isaac Hadjar? Je pense que ça va être très compliqué parce que au niveau de la performance de la voiture peut-être, mais surtout parce qu'on a Isaac Hadjar et même si on lui souhaite de la réussite dès le début, la vérité c'est qu'il n'a pas d'expérience en Formule 1 donc il va devoir apprendre, donc vraiment être en retrait au début de saison, donc je pense que ça va freiner l'écurie si en tout cas elle a de la performance. Donc je pense qu'il ne faut pas en attendre grand-chose dès le début. Mais je pense qu'avec le temps, ça pourra faire des bons résultats et qu'Adjar, en ayant pris la main, en ayant eu de l'expérience lors des premiers week-ends de course, pourra très vite se retrouver au niveau de Tsunoda. Et c'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr. On passe maintenant à l'écurie Cowboy de la grille, la Haas. Pas vraiment de quoi sauter au plafond pendant ces essais. En tout cas, si on se base sur les résultats, Lisa, tu nous en dis un peu plus? Alors, si on se base sur les temps, effectivement, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, comme tu le dis, mais tout le monde a l'air quand même assez satisfait de cette voiture. Quand on revient effectivement sur les chronos, on n'est pas sur une écurie qui a montré grand-chose, mais Ayao Komatsu, donc le team principal, a expliqué qu'ils ne cherchaient pas forcément la performance, mais à retrouver cette harmonie dans l'équipe qu'ils avaient un peu perdue. Il y a eu beaucoup de changements en interne cet hiver, et voilà, on souhaitait se servir de ces essais pour comprendre et faire travailler tout le monde avec tout le monde, ce qui s'est plutôt bien passé. Au niveau de la voiture, vraiment, on a quand même moins de dégradation de pneus, qui était quand même un des principaux soucis de la Haas les années précédentes. Donc la voiture mange beaucoup moins ses pneus, ce qui semble être une bonne nouvelle. Côté pilote, on a eu quelques couacs pour Birman, avec un envolé de capot moteur et
cassé une vitre de la FIA, ce qui a provoqué à chaque fois 2 drapeaux rouges, mais rien de bien grave. Un pilote qui a quand même bien débuté, on espère le voir au niveau, parce que pour le coup, Birman, il a déjà de l'expérience en Formule 1 et il a déjà montré des belles choses. Donc voilà, c'est quand même la seule, à noter que c'est la seule voiture qui a mis les pneus intermédiaires. Ils étaient 2 à les avoir emmenés, Haas et Aston Martin. Aston Martin les a pas mis, donc bon, ça engendre quand même un peu de data. Donc on verra bien, mais mine de rien, on a espoir, alors peut-être pas tout de suite, mais de les voir assez régulièrement dans les points avec ce milieu de tableau. Et Victor, donc on parlait de Berman, c'est quand même plus officiellement un rookie. Qu'est-ce que tu t'attends de lui par rapport aux autres rookies? Bah, le début de saison va être peut-être un peu compliqué face à Esteban Ocon, qui est quand même un très bon pilote de la grille. Au fur et à mesure, il va essayer de se rapprocher, de le matcher en qualification. Sur le rythme de course, ça va être un peu plus compliqué. Mais Chas, on a quand même une bonne fiabilité. Birman n'a pas fait d'erreur pendant ces 3 jours. Il avait un peu de doute sur ses capacités, mais c'est quand même un très bon pilote de la grille. Il a un fort potentiel, donc au fur et à mesure de l'année, il va essayer de se rapprocher d'Esteban Ocon. Et après cette performance un peu plus en retrait, on passe à du plus positif avec l'Alpine qui a montré une monoplace assez équilibrée, Lisa. Oui, tout à l'heure, excusez-moi, j'ai dit décevante, je voulais plutôt dire satisfaisante. C'est pour ça que je disais que j'avais du mal à croire que Williams allait les recoller. Parce qu'on a vu Jack Doohan le premier jour, donc concentré sur des longs relais afin d'évaluer la nouvelle tenue de route de la nouvelle Alpine. En conditions de course, ces essais sont essentiels pour analyser la dégradation des pneus, on le rappelle, et ajuster les réglages en conséquence. C'est quand même le but de ces essais hivernaux. C'est vrai qu'on là, on se focus un petit peu sur les résultats, mais le réel but, c'est de les mettre en lumière en course et de voir ce qui reste à régler avant le Grand Prix. Et du côté de Pierre Gasly, Donc le deuxième jour, on a vu Pierre Gasly qui a constaté une bonne inscription en virage. Donc la monoplace, elle réagissait bien au changement de direction avec une adhérence quand même satisfaisante. Il a tout de même relevé une tendance au sous-virage, comme l'expliquait tout à l'heure Victor. Et donc c'est le train avant qui peine à tourner, poussant la voiture vers l'extérieur du virage. Il a également signalé un manque de puissance sur sa monoplace. Malgré ses quelques défauts, il a apprécié le comportement plus souple de l'Alpine, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Pierre Gasly, il ne mâche pas ses mots en interview, on a pu le voir souvent se plaindre de sa monoplace. Et donc par rapport aux autres voitures, enfin le dernier jour, il a été consacré au relais de performance, comme le disait Marius. La voiture, elle s'est révélée, donc, comme tu l'as dit, bien équilibrée. Et on a pu noter quand même un léger manque de poids sur le train arrière, pouvant provoquer une perte d'adhérence. On verra en course ce que ça donne, mais je pense sur la durée, ça peut leur poser problème. Globalement, le Normand s'est montré satisfait du comportement en piste, ce qui témoigne des progrès réalisés sur la monoplace, surtout en comparaison avec le développement, comme je le disais, chaotique de l'année passée. merci Lisa. L'écurie française s'est donc dite satisfaite pour l'instant du comportement de sa monoplace. Lisa, qu'est-ce que tu veux t'attendre d'elle? Enfin, qu'est-ce que tu voudrais voir de cette écurie? Moi, j'ai un peu de mal avec cette écurie, mais j'ai déjà un peu de mal avec la gestion interne, parce qu'on sait déjà que Jack Doohan ne finira pas la saison. Enfin, c'est quasiment sûr. Ah bon Bizarre. Bizarre. On ne s'en cache pas. Chez Alpine, on dit que, bon, Doohan, on verra bien. Et puis, on a signé des sponsors argentins et il y a Franco Colapinto qui toque à la porte. Donc, déjà, à ce niveau-là, voilà. Mais par contre, en ce qui concerne réellement la voiture, Alpine n'avait pas si mal terminé la saison 2024. Il y avait eu des résultats pour Pierre Gasly. Et on tend vers une voiture qui continue sur cette progression. Donc, ça fait plaisir. À voir ce que ça donne sur la piste. Effectivement, elle semble un peu trop légère du train arrière, mais à Melbourne, ça posera pas trop de soucis parce qu'il y a besoin de moins de charge. Donc, à suivre. Marius, je t'ai vu actif réagir à Lisa. Qu'est-ce que Ouais, t'en mais j'ai rien à rajouter particulièrement, juste à savoir que Alpine a fait le choix de garder la structure de base de sa voiture de l'année dernière et de pas essayer de quelque chose de nouveau. Donc ça montre, ça rejoint ce que tu as dit sur cette volonté de continuer sur cette lancée et trouver avec les petits détails un peu de performance par-ci par-là. Et pourquoi pas, en tout cas sur ces essais, c'était plutôt positif. Maintenant, on passe à Aston Martin. L'écurie anglaise semble avoir eu des essais un peu compliqués. Qu'est-ce qu'il en est vraiment?
Oui, c'est ça. Aston Martin, c'est l'une des plus grandes déceptions de ces essais hivernaux. Beaucoup de temps passé au stand, une voiture difficile à piloter, Stroll malade durant le dernier jour, Fernando Alonso aussi pas en très grande forme. Pourtant, Aston Martin avait surpris dès la première matinée avec une innovation technique qu'on a pu apercevoir sur la F1 TV, une entrée d'air située sous le halo. C'est un changement plutôt minime, mais pour rappel, les entrées d'air permettent d'améliorer la résistance à l'air, donc de minimiser la traînée, la résistance à l'air que subit la voiture sur la piste, et de maximiser l'efficacité aérodynamique, que ce soit sur l'appui ou sur la stabilité. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est un changement plutôt minime. La voiture était quand même difficile à piloter. Elle avait un mauvais équilibre global, beaucoup de sous-virages, un arrière très léger et beaucoup de corrections au volant aussi pour les pilotes. Et dès le premier jour, c'est l'équipe qui a fait le moins de tours. Il y a quand même un chiffre assez marquant. Sur toute la journée, Aston Martin a roulé 87 tours, alors qu'Esteban Ocon, juste sur l'après-midi, il en a fait 88. Donc ça manque quand même le manque de fiabilité de cette équipe. Donc, un premier jour difficile. Est-ce que la situation s'est améliorée lors des 2 jours après? Et non, sur la suite des essais, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration visuelle. La voiture répondait pas trop au pilotage agressif de Fernando Alonso. Même Lance Stroll était en difficulté. Et on a notamment vu une image assez surprenante au virage 11, qui est pourtant un virage assez ouvert. Le Canadien devait braquer son volant à 90 degrés et la voiture répondait pas du tout à ses demandes. Donc c'est quand même une journée compliquée pour Aston. Le Canadien, lui, était malade le troisième jour. Il a essayé de rouler, mais il n'a pas pu. C'est Fernando Alonso qui l'a remplacé. Il était lui aussi pas très en forme. Mais ce qui est surtout marquant chez Aston Martin, c'est le pessimisme au sein de l'équipe. Fernando Alonso disait ce week-end que pour marquer des points durant la saison, il fallait faire des week-ends parfaits. Donc ça montre bien le pessimisme du côté d'Aston. C'est la deuxième équipe qui a fait le moins de tours durant les essais. Et voilà, comme Lisa, tu l'as dit pour l'actualité avec Adrian Newey, c'est l'une des équipes qui va le plus vite se pencher sur 2026. Donc arriver au tiers de la saison, en fonction du classement d'Aston, ça va peut-être déjà lâcher la saison 2025. Donc, Aston Martin et l'écurie qui a réussi à attraper le convoité Adrian Newey. Marius, vu cette performance pendant ces 3 jours, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je rejoins Victor, la lassitude de Fernando Alonso, ça va être compliqué cette année pour Aston Martin. Il n'y a pas franchement d'espoir, ça va être dans le ventre mou un peu de la grille. La meilleure solution de toute façon à ce niveau-là, c'est de se concentrer sur l'année prochaine en espérant que ça fonctionne très vite et que ça fonctionnera bien d'ici 2026. Fernando Alonso, ça fait quand même 12 ans ou un peu plus qu'il n'a pas gagné en Formule 1. Je pense qu'il commence un peu à en avoir marre et si l'année prochaine Aston Martin n'est pas au niveau, il pourrait peut-être quitter la discipline. Ça, on n'espère pas vraiment. On espère qu'il y aura un petit changement peut-être pour au moins Fernando Alonso. Mais maintenant, on passe à la Mercedes. La monoplace argentée semblait avoir un bon rythme, ce qui promet bien pour le début de saison. Lisa. Effectivement, ça a été des essais plutôt positifs pour Mercedes et aussi des bons débuts pour Kimi Antonelli. Un pilote très jeune et très médiatisé. Alors, on avait un peu peur parce qu'il faut quand même savoir gérer toute cette pression. Quand on a seulement 18-19 ans sur une saison de Formule 1, c'est énorme. Et pourtant, le premier jour, il signe le meilleur temps de la matinée en effectuant 78 tours, donc ce qui est très bien. Le principal problème de cette monoplace en 2024, ça a été une irrégularité inexpliquée. C'est ce qui a pêché chez Mercedes. Et aujourd'hui, l'équipe semble avoir trouvé la solution et à mieux comprendre la voiture. Donc on espère que ça continuera comme ça. Toto Wolff garde quand même une petite crainte, c'est qu'il dit qu'avec les temps qu'ils ont fait, ils n'auraient pas dû se retrouver si bas dans la grille, ce qui nous montre encore que cette saison, ça va être une bataille de top team et que rien n'est joué. Donc peut-être qu'avec 2-3 petits arrangements, ils vont pouvoir aller chercher... Enfin, en tout cas, on voit George Russell de sûr en vainqueur de Grand Prix cette année et on aimerait imaginer Kimi Antonelli aussi faire un bon début de saison et pourquoi pas voilà, des podiums, des points. En somme toute, une très bonne équipe. Merci Lisa. Lewis Hamilton ne sera peut-être plus un pilote de cette écurie, mais Mercedes a le petit Kimi Antonelli. Lisa, comment tu le vois pour ce début de saison? Bah, ça fait plaisir de voir la Mercedes évoluer parce qu'on les a vus quand même galérer, si je peux dire, ces dernières années avec les nouvelles règles instaurées. J'ai hâte de voir ce que va nous proposer le petit nouveau Kimi Antonelli chez Mercedes, surtout aux côtés de Russell qui quand même avait fait
une arrivée chez Mercedes quand il est arrivé, vraiment une superbe saison. Donc je sais pas si à côté de lui, il va peut-être être un peu effacé parce que maintenant qu'Hamilton n'est plus là, Russell, ça reste quand même le numéro un de Mercedes et on sait qu'il est capable de grandes choses. Donc j'espère pas que le pilote 1 et le pilote 2 vont être mis dès le départ pour le laisser quand même s'exprimer dans cette monoplace et voir ce qu'il peut nous proposer. J'ai hâte de voir ce que la jeunesse peut faire cette saison parce que quand même on est dans une saison riche en nouveaux et je pense que ça va donner un nouveau souffle à la Formule 1 qui peut-être pouvait être un peu pouvait nous lasser ces dernières saisons. C'est le tour de parler de Red Bull, toujours avec toi Lisa. Elle reste dans le top 4, mais on peut le dire, ce n'est pas la voiture dominante qu'on a vue ces dernières années. Qu'est-ce que tu peux nous en De dire? ces essais, c'était un des essais particulièrement attendus pour cette monoplace parce qu'on les a vus dominer en 2024, même s'ils ont eu une énorme concurrence de plus en plus menaçante. Et c'est ce qu'on a l'impression qui se passe encore cette année et encore plus fort parce qu'on les voit pas vraiment dominer. On voit un Verstappen pas effacé, mais quand même pas leader incontesté, on va dire. Donc dès le premier jour, on a vu Lawson effectuer de nombreux longs relais, donc comme Alpine, et il a été le premier à partir à la faute entre les virages 2 et 3, qui semblaient quand même être les virages les plus tricky, si je peux dire, de ce circuit. Après, on a vu dans l'après-midi Verstappen qui a également rencontré des difficultés. Il a exprimé une certaine insatisfaction quant au comportement de sa monoplace. Hein. Pareil que Gasly, on sait que Verstappen, il n'a pas de mal à dire ce qu'il pense de la monoplace. Et là, il semble un peu déçu et avoir du mal à s'adapter à cette nouvelle voiture. Le lendemain, il a été aussi compliqué pour Lawson, qui a perdu beaucoup de temps en raison d'un problème de pompe à eau, obligeant les mécaniciens à intervenir longuement sur sa voiture. Et est-ce qu'on a pu observer des nouveautés chez Red Bull sur cette monoplace, Lisa? Ouais, le dernier jour, Red Bull a introduit de nouvelles pièces, donc ça montre quand même qu'ils ont un temps de réactivité très très fin, et notamment donc sur l'aileron avant et un capot moteur. Un nouveau package a été testé par Verstappen, mais la monoplace s'est révélée de nouveau instable à l'entrée des virages, probablement à cause du vent. Donc, à voir sur des circuits où il y a moins de vent si elles sont plus performantes, mais elles vont tout de même avoir du mal à s'adapter à part s'ils arrivent en cours de saison à changer ça, ce qui semble un peu compliqué. Donc il a dû multiplier les corrections, subissant du sous-virage et un train arrière trop léger, comme l'Alpine. J'ai l'impression que j'ai hérité de toutes les écuries au train arrière léger. Donc globalement, la monoplace semblait plus molle et moins rigide que les Ferrari ou McLaren, ce qui peut leur rendre la tâche plus difficile. Donc à voir à Melbourne ce qu'ils nous réservent. Mais en tout cas, c'est pas gagné cette année pour Red Bull. Et en restant sur le thème des nouveautés, Red Bull depuis l'année dernière est un peu à la traîne par rapport à McLaren. Lisa, est-ce que ce début de saison pour la Red Bull sera la quatrième force? Ben, on ne sait pas vraiment, c'est vraiment très compliqué sur ces 4 écuries, c'est très très serré et comme on l'a dit, une petite amélioration pourra tout changer. Donc à voir, c'est sûr que depuis la milieu fin de saison dernière, McLaren a repris du terrain sur Red Bull et ça s'est encore vu sur les essais, on va revenir dessus. Donc moi ce qui m'inquiète personnellement, c'est pas tellement la qualité des ingénieurs de réagir aux problèmes parce qu'on sait que Red Bull est très fort là-dedans, c'est plutôt la gestion pilote parce que dans ses dernières déclarations, Lawson l'a dit, il sera pas là pour faire des podiums ou quoi, il sera là pour arranger Max Verstappen. Et c'est quand même dommage. On sait la qualité de Liam Lawson en course, il l'a déjà montré. Et on aurait aimé voir une bataille chez Red Bull, ça n'arrivera pas, ça a été dit. Ce sera tout pour Max Verstappen. Et moi, je trouve que c'est ça le vrai point décevant de cette écurie. Je crois qu'on est tous un peu d'accord Oui. sur ça. Bien sûr que ça enlève du spectacle à Ouais. la Formule 1 et c'est très dommage de limite voir que 10 pilotes sur la grille au lieu de 20. C'est compliqué avec ces stratégies d'écurie, ça devient beaucoup, beaucoup de stratégies et on laisse pas assez la place aux deuxièmes pilotes de montrer leurs preuves. On l'a vu avec Piastri, par exemple.
On parlait de rookie, maintenant on arrive à l'écurie qui a fait parler d'elle-même pendant toute cette période de trêve hivernale, qui n'a pas un rookie, mais un très grand pilote, Un vieux rookie. un vieux rookie. Avec Hamilton à bord, la Scuderia Ferrari a des attentes très élevées, surtout aussi les fans. Marius, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Eh ben, en tout cas, on a vécu le premier moment de vérité. On attendait tous les fans attendaient les essais hivernaux pour voir Ferrari et les premiers tours de piste d'Hamilton, même s'il en a fait à Fiorano au niveau de Ferrari. Le premier jour, il y a eu beaucoup de prises de mesures. D'abord, il y avait vraiment une volonté pour Ferrari de faire de la corrélation avec l'usine entre les données déjà récoltées là-bas et celles mesurées sur la piste. On a tout de suite vu, c'est Lewis Hamilton qui a roulé en premier, un arrière-train très léger, mais un avant très directif. C'est-à-dire qu'on avait une très bonne inscription dans le virage, peu d'hésitation au volant, notamment dans les virages pointus et lents à Bahreïn. A contrario, Charles Leclerc, lui, l'après-midi, avait un arrière qui était bien planté, qui était safe, entre guillemets, parce que ça bougeait pas vraiment. Donc déjà, un gros contraste avec ce qu'on avait vu sur la voiture d'Hamilton. Et il a pu faire, donc Charles Leclerc, des tours d'attaque pour un peu monter en performance sa voiture et un peu jauger par rapport aux autres. Mais globalement, on a eu sur les deux voitures beaucoup de sous-virages en milieu de virage et c'était un peu le problème de chaque écurie lors de ces 3 jours d'essai. Et alors, c'était mieux dans la suite des essais? Pour Lewis Hamilton, c'était mieux tout de suite dès le deuxième jour. Sur la Ferrari, en tout cas la sienne, on a vu une vraie qualité de motricité. Ça s'est vu sur les phases de réaccélération. C'est peut-être un des gros points forts de la Ferrari de cette année, c'est ces phases de réaccélération, notamment en sortie de virages lents et même de virages rapides. Il y a une faculté à réaccélérer qui est assez propre et la voiture est très stable. Mais beaucoup de batailles avec le volant, c'est un point négatif. Charles Leclerc, c'est ce qu'il a dit au terme de ces 3 jours, que c'était des essais qui avaient été difficiles et que lui, personnellement, il s'était battu avec le volant. Et on l'a vu sur les différents on-board de l'hésitation et souvent une voiture un peu en manque d'équilibre. Donc pour Ferrari, le bilan, c'est qu'il y a vraiment des équilibres à trouver. C'est pas aussi simple. C'est peut-être un peu en dessous des attentes parce qu'on s'attendait à voir Ferrari survoler les essais comme ça avait été le cas en 2022, même si en 2022, ça n'avait pas du tout reflété l'issue de la saison. Mais en tout cas, on est sur une voie de travail pour Ferrari après ces essais, donc c'est positif. Les données récoltées ont été bonnes et vont permettre aux pilotes et à l'équipe entière de travailler dans la bonne voie. Bien sûr, les espérances, c'est être au niveau de McLaren, qui est annoncé comme la première force du plateau, les champions du monde en titre. C'est l'espérance pour Ferrari d'être à ce niveau. Mais attention quand même à Red Bull et Mercedes derrière, à pas dégringoler dans le classement des constructeurs. Victor, Lisa, qu'est-ce que vous pensez de cette Ferrari, surtout en vue du Grand Prix d'Australie? Ben, comme chaque hiver, c'est Ferrari qui suscite le plus de rumeurs, de bruits de couloir. Un coup, on les entend premier dans la hiérarchie, puis 5 heures plus tard, on les entend finalement quatrième force de la grille. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et c'est finalement ça qui va rendre excitant cette saison 2025. En fait, il n'y aura pas de hiérarchie vraiment établie. Ça sera plutôt en fonction du circuit, de la température, des pneumatiques. Sur chaque course, on aura une hiérarchie différente. Donc on ne sait pas trop où situer Ferrari. Ils ont eu des points positifs, des points négatifs, comme tu l'as rappelé. Mais c'était quand même plutôt globalement réussi. Donc voilà, on va voir comparé aux autres forces du plateau ce que ça va donner. Lisa, toi? Moi, je les vois pas tout devant tout de suite. Je pense que ça va être quitte ou double en deuxième partie de saison après la trêve estivale. C'est soit ils vont réussir à rebondir sur ces petits problèmes et une fois que ce sera fixé, on va les voir rivaliser avec McLaren et voir au-dessus. Sinon, ça va être en dessous de Red Bull. Donc, en première partie de saison, je pense que ça va être très serré sur sur les 4 top teams. Ça va être vraiment la deuxième partie de saison qui va être intéressante et de voir qui en fait va réagir le mieux à fixer les petites erreurs. Mais je penche quand même du côté. Peut-être que c'est mon opinion personnelle, mais je pense les voir au-dessus de McLaren en deuxième partie de saison. C'est peut-être osé comme pronostic, mais j'y crois. J'imagine que tu y crois, surtout pour notre Lewis Hamilton. On passe maintenant au champion en titre avec Lisa. McLaren arrive cette saison avec une énorme cible sur le dos après son sacre chez les constructeurs. Est-ce qu'ils ont confirmé leur statut pendant ces tests? Et ben après la première journée, on avait des doutes. Ils ont passé beaucoup de temps dans le garage, pas beaucoup sur la piste. Et pourtant, c'est déclaré, tout le monde le dit, c'est aujourd'hui la meilleure voiture du plateau. On n'est certes pas en haut des chronos, mais McLaren
McLaren et surtout Lando Norris ont caché leur jeu. Dès que les secteurs s'allumaient en violet, ils rentraient au stand. Quand on a estimé l'écart avec la deuxième voiture, donc la deuxième force du plateau, à 3,5 dixièmes. Alors on n'est pas sur une domination à la Mercedes ou à la Red Bull, mais c'est largement suffisant pour gagner un Grand Prix. Et ils n'en demandaient pas plus. L'objectif de McLaren cette année, c'était sûrement pas de faire une voiture qui allait 15 secondes plus vite que les autres, c'était de faire une voiture qui marchait dès le début, parce que ça a été le problème de McLaren l'année dernière, c'est que la voiture elle a marché à partir de la moitié de la saison. C'est ce qui fait que, au titre pilote, ça n'a pas fonctionné. Cette saison, en plus de ça, on voit la Red Bull qui est un peu en deçà des autres. C'est peut-être la saison pour Lando Norris, en tout cas, qu'on voit le plus aller chercher, déranger Oscar Piastri, parce que Oscar Piastri, certes, il fait une très bonne saison, mais à la fin de la saison, on perd en performance, alors que c'est là où Lando Norris en a gagné. Donc, à voir, c'est en tout cas la voiture à battre. S'il y a un seul warning du côté vraiment voiture, c'est que ça reste une voiture qui est raide. Alors certes, sur les Grands Prix, ça pourrait moins poser de problème, mais là où il y aura à aller chercher la McLaren, c'est sur les qualifications, puisque c'est là où la voiture semble difficile. Sur les tours d'attaque, c'est très physique, donc moi, je pense que sur une voiture plus fluide et plus facile à conduire, comme on l'a vu chez Red Bull et chez Mercedes, c'est possible d'aller chercher McLaren sur les qualifications. Dans tous les cas, ça présage une belle saison et on espère des belles batailles en piste. Marius, tu crois que la McLaren va réussir à repartir sur la même lancée que la saison dernière ou la fin de saison dernière? Oui, je pense, c'est ce que les essais ont montré. Et puis l'avantage, c'est qu'ils ont la confiance avec eux. Ils sortent champions du monde, donc c'est pas rien. Et puis ils avaient plus que les autres l'année dernière en termes de base au niveau de la voiture, donc je pense qu'ils partaient déjà avec un peu d'avance. Et à mon avis, les autres écuries vont pas faire le trou tout de suite en début de saison. Comme Lisa l'a dit, peut-être qu'on aura Ferrari qui viendra se mêler à la bataille en deuxième partie de saison, mais est-ce que ça sera pas déjà trop tard? Red Bull, Mercedes, il y a encore trop d'incertitudes, mais de toute façon, le juge de paix restera le premier Grand Prix à Melbourne, et je pense que McLaren part avec quand même un bel avantage en début de saison. On reste toujours avec toi, Marius. Pour finir, tu nous fais un point sur les 3 moments marquants des essais qui sont pas forcément positifs. Ouais, c'est du négatif, c'est 3 moments inadmissibles, c'est comme ça que je le perçois et ça a été rappelé par notamment Julien Febvre sur les réseaux sociaux qui a qualifié aussi ces moments de inadmissibles et c'était totalement anormal de voir ça. La première journée, l'après-midi, on a eu une coupure de courant, un blackout qui a provoqué un drapeau rouge pendant 1 heure sur le circuit, donc impossible de rouler, en plus c'était à la tombée de la nuit, donc très compliqué. La matinée du jour 3, le vendredi, on a eu du verre de la cabine sur la ligne de départ et d'arrivée qui est tombé sur la piste. Donc très dangereux, encore une fois, arrêt et drapeau rouge parce que c'était du verre qui était tout simplement sur la piste. Donc très dangereux si un pilote venait à rouler dessus. Et l'après-midi du jour 3, un bus qui faisait une petite visite sur la piste. Donc là aussi, incompréhension. Enfin, je veux dire, on voyait plus ça en Formule 1. Et en fait, c'est inadmissible parce qu'en 3 jours, il y a eu ces 3 moments. C'est de l'amateurisme. On rappelle quand même que Bahreïn accueille un Grand Prix et que si on avait un de ces 3 événements ou plus, ou les 3 qui se déroulaient pendant un Grand Prix, ça serait catastrophique pour l'image du sport et pour la sécurité des pilotes. Donc je ne comprends pas à un tel niveau comment c'est possible d'avoir ces 3 événements qui arrivent en fait en seulement 3 jours. Donc j'espère que les corrections seront faites au niveau du circuit de Bahreïn et qu'on verra plus du tout ça en Formule 1. Voilà, c'était juste pour rappeler ces petits événements et faire le point sur ce qui s'est passé. Eh ben, merci Marius. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour vos analyses. C'était un plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve dans 2 semaines pour le début de la saison 2025 pour le Grand Prix d'Australie. À très vite sur 100% Paddock. Mais attention, sur EDJ Live, prochain rendez-vous demain. Demain à 18h. Ouais. Pour la soirée d'info. Merci. Merci. Merci.